Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue en Startup, le rendez-vous des entrepreneurs en direct sur Décideur TV et Madines. Je vous rappelle le principe, pendant toute la durée de l'émission, vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités grâce au chat à côté de cette vidéo. Et cette émission risque tout particulièrement de vous intéresser si vous êtes salarié et que vous allez à reculons au travail le matin ou du moins que vous rêvez d'une autre vie, celle d'entrepreneur, puisqu'on va s'intéresser aujourd'hui à ces entrepreneurs qui ont décidé de changer de vie en créant leur entreprise. Nicolas Bergerot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur de l'Atelier des Chefs qui propose des cours de cuisine pour le plus grand nombre dans vos ateliers mais également sur le web. Mais avant, vous êtes passé par deux grands groupes, L'Oréal et Nestlé. Et vous avez fait le grand saut à 35 ans. C'est ça. Et je rappelle également pour ceux qui suivent Startup qu'on a reçu votre frère en avril dernier qui est l'autre cofondateur de l'Atelier des Chefs. À vos côtés, Arnaud Mitre, bonjour. Bonjour. Alors vous étiez, alors c'est tout frais, au tout début du mois encore chez Google, responsable, alors dites-moi, responsable Europe du Sud de la relation avec les agences. Oui, c'est ça, un peu, c'est ça, tout à fait. Voilà, et pour simplifier, et à 41 ans, vous avez décidé de quitter la firme californienne pour créer votre boîte, le projet de Corp Academy qui est, alors vous me reprenez, une entreprise qui est à mi-chemin entre le e-learning, les académies de savoir en ligne, les jeux vidéo. Oui, c'est une entreprise d'e-éducation, plutôt destinée au B2B, donc à la formation professionnelle, avec effectivement un nouveau protocole pédagogique. Voilà, donc c'est une nouveauté qui est sortie déjà, ça y est. Oui, on a commencé à les présenter la maquette aux clients et on espère maintenant que ça va transformer. Voilà. Messieurs, je vous propose de commencer cette émission en revenant justement sur les conditions de vos départs respectifs dans vos sociétés où vous occupez des postes à haute responsabilité. Alors Nicolas, moi j'ai lu dans une interview que vous avez découvert l'envie d'être entrepreneur en prenant en main la filiale de Nestlé à Dubaï. Absolument. Et que vous êtes rendu compte que vous pouvez finalement diriger entre guillemets une PME au sein d'une multinationale. Alors racontez-nous cette expérience à Dubaï. Effectivement, je me suis retrouvé donc expatrié pour Nestlé à Dubaï pendant 3 ans et j'avais un job quasi d'intrapreneur. Il fallait démarrer une entreprise qui n'existait pas ou qui venait juste d'être lancée par mon prédécesseur et la développer, sachant que chez Nestlé, tout le monde s'en fichait un peu parce que c'était une microstructure. Mais moi, ça m'a donné, j'ai envie de dire, au-delà du goût, la confiance dans l'entrepreneuriat en me disant si je suis capable de le faire pour Nestlé, et Dieu sait si effectivement il y avait pas mal de rouages qui étaient simplifiés, je dois être capable de le faire pour moi. Après, ça a pris quand même pas mal de temps, parce que Dubaï, c'était 98-2001 et l'Atelier des Chefs 3 ou 4 ans après. Donc il a fallu du temps pour maturer le projet, mais en tout cas, c'est là que la petite graine a été plantée. Et si je vous dis samedi 10 décembre 2001, Cookbook Store, Yonge Street à Toronto c'est le jour où l'idée de l'Atelier des Chefs est née, The Cookbook Store, qui vendait que des livres de cuisine, comme son nom l'indique. Et qui, pour ça, peut présenter des plats qu'il fallait goûter. Puis si on aimait les plats, on achetait les bouquins. Et là, je me suis dit, mais en fait, la cuisine, c'est ça. Il faut faire, il faut déguster, il faut faire ensemble pour aimer. Et donc, on a lancé l'Atelier des Chefs 2 ans et demi après, le 10 juillet 2004, avec François, mon frère. Alors, toujours dans cette même interview, vous disiez, l'idée m'est tombée dessus, c'est devenu une envie irrépressible, plus rien ne pouvait m'arrêter. Alors, on a une question justement de Jules qui dit, qu'est-ce qui vous a poussé à faire le grand saut ? Alors l'envie effectivement irrépressible, la trouille aussi. Moi je me souviens très bien des dates parce que j'ai eu mon 4e enfant le 13 décembre 2001, donc j'avais 4 enfants, un gros job chez Nestlé, une carrière toute tracée. Enfin vraiment c'était, en plus je me marrais bien dans mon boulot. Enfin il n'y avait pas de problème avec les grosses boîtes, avec mon boulot. C'est simplement que là j'avais l'impression que tout d'un coup j'avais une idée qui correspondait beaucoup plus à mon état d'esprit, à ce que j'avais envie de faire pour longtemps. Et puis, il y avait un peu le côté l'horloge qui tourne. Et je me disais, voilà, à 35 ans, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Mais jusqu'au jour où j'ai collé Madame de chez Nestlé, et même jusqu'au jour où finalement j'ai quitté Nestlé, je me suis dit, waouh, quand même. Ouais. Alors, on va revenir justement, il n'y a pas beaucoup de questions sur ce sujet. Arnaud, alors je le disais, votre départ de Google, c'est tout chaud, 3 semaines. Pourtant, l'idée de monter votre boîte, c'est venu en décembre 2012, donc il y a quand même eu un temps de réflexion. Racontez-nous aussi pourquoi. Je pense que même c'est plus long que ça en fait. En arrivant chez Google, qui est une boîte extraordinaire, je pense qu'une de mes questions,
c'était ce sera quoi le coup d'après. On pense forcément un petit peu, même quand on démarre un job. Il y a combien de temps? Il y a 5 ans? Il y a 5 ans. 5 ans. 5 ans. On y pense forcément un peu en rentrant et c'était une grosse question parce que c'est vrai que cette boîte est formidable et c'est difficile de se réenclencher dans une autre aventure corporate, comme on pourrait dire. Et puis donc, il y a un peu plus d'un an, aussi peut-être parce que j'avais 40 ans à ce moment-là et que c'est une période un peu charnière. La crise de la quarantaine. Pas la crise, mais plutôt l'idée de qu'est-ce que je ferais dans 10 ans. En fait, c'était ça. C'était pas tellement les 40 ans, c'était plus à 50 ans, qu'est-ce qui se passe. On sait, et ça n'a rien à voir avec Google, mais les boîtes quand même sont assez dures et peut-être de plus en plus dures avec ce qu'on appelle les seniors. C'est-à-dire les seniors sont de plus en plus jeunes dans la vision des entreprises, peut-être à partir de 45 ans. Donc je me disais, ça sera quoi dans 50 ans? Et puis il y a eu un élément déclencheur, moi aussi, je crois, c'est une rencontre avec Franck Ribou dans un forum, je ne sais plus exactement. Danone. Oui, où on lui posait la question, qu'est-ce que c'est qu'un bon leader? Et il répondait, c'est quelqu'un de libre. Alors, il expliquait un petit peu son point, libre de penser librement, de dire ça c'est une imbécilité, il faudrait faire les choses différemment, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le corporate, et à nouveau, je ne parle pas spécifiquement de Google, mais le corporate, comme en grandissant dans l'entreprise, on finit par avoir beaucoup à perdre, en fait, le salaire, la position, les avantages, etc. On prend, j'ai l'impression, de moins en moins de risques. Et c'est cette illumination qui m'a fait dire que probablement il fallait à 40 ans que je prenne ces risques-là. Alors justement, il y a Lionel, je rebondis, qui nous dit « Tout le monde rêve de travailler chez Google, comment réagissent vos collègues et vos proches ?» Alors évidemment, ça c'est une bonne question. Il y a plein de gens qui vous disent « Mais comment tu as pu partir ?» Plein de gens aussi vous ramènent au contexte en disant « Mais ça, en ce moment c'est difficile, comment est-ce que tu peux vouloir monter une entreprise, quitter l'entreprise qui marche le mieux peut-être au monde ?» Enfin, je ne sais rien, je dis ça. D'autant qu'on dit que Google est encore une start-up, enfin cultive cet esprit start-up de créateur d'entreprise, même à l'intérieur de… Alors du coup, il y a deux réponses. Il y a la réponse que j'avais trouvée qui était « Je ne peux pas imaginer de quitter Google pour autre chose que ma propre entreprise ». Donc c'est… la chose que du coup j'ai faite. Bien sûr. Et la deuxième réponse, c'est que Google quand même aussi, c'est une boîte maintenant qui a 40 000 collaborateurs, qui fait 50 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est bien sûr, on peut dire que la boîte doit garder l'esprit start-up et persévérer dans l'innovation, mais ça reste quand même une grosse boîte. Il y a certaines inerties encore. Ça reste une grosse boîte. Enfin, je veux dire, c'est logique et normal. Alors Johanna nous pose une question qui est très drôle. Est-ce qu'on vous a traité de fou ? Ouais, de fou. Enfin, surtout, moi, quand j'ai dit que j'allais créer, et c'était en 2004 ou 2003 que j'ai annoncé ma DEM chez Nestlé, quand j'ai dit que j'allais créer des cours de cuisine, là, les gars me disaient, de toute façon, tu reviens dans 6 mois. Personne ne croyait une seule seconde que ça pouvait être un marché ou un créneau. La cuisine, c'était pas encore c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Il n'y avait pas les émissions de télé, il n'y avait pas les sites web. Et j'ai la prétention de penser qu'on a un peu initié tout ça en 2004 avec l'atelier. Mais c'est vrai qu'ils m'ont dit, au-delà du t'es fou, il y avait un mélange entre je t'envie d'avoir pris cette décision et en même temps, j'y crois pas une seule seconde et donc à bientôt et tu reviendras dans la grande maison. Bon, à voir. Quant à moi, oui, bien sûr, on me l'a dit, peut-être pas sous cette forme-là, mais c'était ce que ça voulait dire. En revanche, si je reviens à mon point sur la liberté de ton, d'envie, etc., plus on me le dit et moi, plus ça me rassure dans le fait que j'ai fait le bon choix. Vous me disiez, l'impression d'être comme dans la roue du hamster, vous savez, on tourne un petit peu en rond. Oui, ça aussi, à nouveau, c'est très personnel, rien à voir avec Google, mais c'est à un moment donné, oui, on gagne de l'argent, on continue l'année après pour payer les impôts de l'année d'avant, etc. Et on a un peu le sentiment où être dans un cycle avec la question, comment est-ce qu'on en sort, quoi. Carole nous demande, quand on a un projet, à quel moment quitter son job, pendant la phase de projet ou plus tard ? Alors, est-ce qu'il y a eu un peu de chevauchement ? Je crois d'abord, il n'y a pas de règle. Il faut se fier un peu à son intuition. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on a un projet et qu'on est en poste, on a tout intérêt à rester en poste le plus longtemps possible. C'est ce que disait votre frère d'ailleurs quand il était venu. Le plus longtemps possible parce que ça donne, au-delà du confort matériel, un confort psychologique qui fait qu'on est beaucoup plus créatif. Après, il ne faut pas non plus être irrévérencieux par rapport à sa boîte. Il ne faut pas bosser sur son projet sur les heures de boulot. C'est pas du tout ce que je prône. Mais c'est vrai que nous, on a mis 2 ans et demi où on était encore dans nos boîtes à travailler sur nos projets, le soir, le week-end. Ça donne un confort, ça donne une vision qui est un peu différente. Maintenant, il y a des projets pour lesquels il y a besoin d'un investissement beaucoup plus important et pour lesquels il vaut mieux quitter son job. Et moi, même les collaborateurs qui se tirent de l'atelier des chefs et qui partent monter leur boîte, je dis, mais tu vas faire quoi ? Si c'est précisément très bien, si c'est pas, je dis, écoute, reste au chaud, continue à travailler sur ta boîte, on sera même là pour t'aider, pour formuler ton projet, quoi.
Arnaud, est-ce que vous Ouais, avez un petit peu travaillé en parallèle aussi, un peu comme Nicolas? Pareil, on a monté la boîte quelques temps avant. Alors votre associé qui était le président de Google, Ouais, en Jean-Marc France, Assetto, il est parti lui en avril, ça vous? Oui, il est parti un peu plus tôt. Plus tôt. On a créé la société en mai. Donc moi, j'ai déclaré à Google que j'avais investi dans une entreprise, comme c'est la règle, en tant que sleeping. Et effectivement, ouais, on a un peu travaillé le soir, le week-end, pour développer le projet. Je pense qu'il y a un moment, il n'y a pas vraiment de règle. Il y a un moment où on sent que les étoiles sont alignées, quoi, et qu'il faut y aller. Voilà. Est-ce que vous en parlez au sein de vos collègues? Enfin, est-ce qu'ils étaient dans la confidence ou on essaie d'éviter de s'épancher là-dessus quand même? Moi, ils savaient tous. Hein. Ouais, Ils savaient tous. Et pour le coup, ceux qui étaient tout autour de moi et tout proches, eux, ils m'enviaient parce qu'ils voyaient que mon compte à rebours était lancé, qu'il y a un moment où je me tirais. Et eux, ils m'enviaient. Enfin, et d'ailleurs, on est resté vachement en contact avec cette toute petite bande qui était au courant depuis le début. Et il y en a qui ont créé leur boîte depuis ou Il y en a un qui a créé sa boîte depuis. Vous avez fait naître des vocations? Non, c'est pas moi qui ai fait naître des vocations, mais c'est vrai que ça suscite quand même une espèce d'envie, une espèce de rêve pour beaucoup. Quoi. Alors toujours sur ce même thème, Marc nous demande comment ont réagi vos supérieurs quant à l'annonce de votre départ? Alors moi, je rentrais d'expatriation. En fait, quand j'ai eu l'idée, j'étais à Toronto. J'ai demandé à Nestlé de me ramener à Paris. En prétextant un mal du pays, qui était un peu vrai. Enfin bon, bref, je vais rentrer. Ils m'ont collé dans un gentil placard, ce qui est, comme j'avais demandé à rentrer, c'était normal. Et il se trouve que quand je suis arrivé, mon patron avait exactement la même situation. Il rentrait de l'étranger, mais lui, il n'avait pas le choix parce que ses enfants rentraient en classe. Et lui, s'était fait coller dans un placard, mais il n'était pas content du tout. Ouais. Et donc quand je lui ai dit, moi je suis dans un placard, mais je suis content parce que comme ça, je vais pouvoir bosser sur mon projet, il m'enviait pas mal. Et on est resté très proches. D'accord, ok. Non, mais il ne faut pas... du moment que la masse de boulot est toujours la même et qu'on assure ce qu'on doit faire, voilà. C'est un peu différent, non? Parce que vous avez créé votre boîte avec votre patron au final. Oui, j'en avais un nouveau depuis, puisqu'il était parti. Donc j'en avais un nouveau qui est formidable. Écoutez, ça s'est très bien passé, comme ça se passe dans des départs. Et quand les deux côtés, on est adultes, voilà, on se sépare. Et puis voilà, c'est la vie et la vie continue. Alors, pour un patron, ne pas avoir un prud'homme, avoir un départ qui se passe bien sans prud'homme, déjà, c'est quelque chose de formidable. Ouais. Lucie nous demande, est-ce que vous pensez déjà au prochain coup? Alors, je pense que c'est plutôt pour Nicolas, parce que c'est un peu trop tôt pour Arnaud. Est-ce que vous avez... Alors, je veux revenir avec une autre question. Ceci dit, je me suis posé la question ce matin en pensant à l'émission. Je me suis dit, oui, je vais dire qu'il faut penser au prochain coup. Donc, quel est déjà le prochain coup? Non, moi, je ne sais pas encore. Non, moi, l'atelier des chefs va avoir 10 ans en juillet prochain. Donc, déjà, on pense à fêter dignement ces 10 ans. Ouais. Moi, j'ai la boîte de mes rêves aujourd'hui, le secteur d'activité de mes rêves. Alors, 130 salariés, 13 millions de chiffre d'affaires, 16 ateliers. Voilà, 19 ateliers, c'est un peu grossi, parce que maintenant on en a à l'étranger. On va faire une quinzaine de millions cette année. Et je vous dis, c'est le job de mes rêves dans le secteur de mes rêves. Donc, à date, j'ai encore tellement de projets de développement autour du produit l'atelier des chefs, et notamment avec ses cours de cuisine en direct en ligne, et de la marque l'atelier des chefs, dont j'ai envie qu'elle devienne la marque de référence de la cuisine et la maison, pas simplement en France, mais partout dans le monde. Pour l'instant, je me focalise là-dessus. C'est aussi une des différences d'ailleurs entre travailler dans des grandes entreprises ou avoir sa boîte à soi, c'est que le coup d'après, c'est le développement, c'est l'internationalisation, c'est l'expansion, etc. Parce que c'est son choix personnel. Et on est maître de son destin beaucoup plus que dans des grandes entreprises. Alors ça répond peut-être à une question de Diane qui demandait, Monsieur Bergerot, si vous deviez entreprendre dans un autre secteur aujourd'hui, vous iriez vers lequel? Ah, la colle. Est-ce qu'il y a des boîtes qui vous vers lequel non mais Arnaud a raison, l'e-éducation, c'est-à-dire au sens où maintenant on est en train de lancer des cours de cuisine en direct en ligne. Bien sûr, c'est de la cuisine, mais c'est effectivement de l'e-éducation. Donc c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle façon en tout cas de faire le précédent métier. J'ai toujours rêvé d'être chanteur, mais j'en ai jamais eu le talent, donc ça, ce sera foutu même pour la deuxième fois. Non, j'aimerais bien, je pense que je continuerai vers un métier encore plus artisanal dans les métiers de bouche, donc restaurateur ou boulanger ou charcutier. D'accord. Ça, j'adorerais. Jean-Paul nous demande, pensez-vous que tout le monde est capable d'entreprendre ou il y a un profil type? Alors, moi, je crois beaucoup à autre chose qui est la complémentarité du pacte d'actionnaires. Je pense qu'un des points cruciaux, tout le monde est capable d'entreprendre, mais en revanche, il faut très très bien, à mon avis, réfléchir à la complémentarité de l'équipe, absolument. Et une des tendances naturelles, c'est plutôt de s'associer avec des gens qui vous ressemblent. Et ça, c'est a priori, j'ai pas énormément d'expérience dans le domaine, mais le point de départ de souvent des catastrophes. Au contraire, la complémentarité est très importante. Et aussi, un autre point très important dont je me rends compte aujourd'hui, c'est de se mettre bien d'accord sur ce que vont apporter chacun des actionnaires dès le départ et de ne pas attendre de la part de ses partenaires
autre chose, parce que là aussi, ça mène beaucoup à beaucoup de désillusions et beaucoup de Alors, je reste avec vous frustration. justement, parce qu'il y a un internaute qui s'appelle également Arnaud qui vous demande est-ce que Très joli prénom, vous on l'auriez félicite fait déjà. si vous aviez 26 ans? Alors, pour la petite histoire, vous avez créé une entreprise. Oui, j'ai créé une entreprise de 26 ans pour d'autres raisons que dans le babysitting, donc rien à voir. Une première expérience Je l'ai fait à avec 26 ans, mais c'est vrai que je pense, parce que comme Nicolas, il y a beaucoup de gens autour de moi, des gens de chez Google qui ont cette envie, dès leur plus jeune âge, enfin en tout cas dès leur entrée dans le monde du travail, de créer des entreprises. Et je pense que l'association en tout cas de l'énergie, l'envie de quelqu'un de 26 ans avec l'expérience de quelqu'un de plus âgé est quand même le bon mix, quoi. Et c'est vrai que Nicolas, le binôme avec François était fantastique. Ouais. J'avais à l'époque 8 ou 9 ans d'expérience dans des grosses boîtes. Lui, il avait 2 ans d'expérience comme consultant. Certes, dans un cabinet, il n'était pas tout seul, mais donc c'est la somme de son énergie entrepreneuriale et de mon expérience et de mon goût pour la cuisine qui a fait le succès. Et pour répondre à la question tout à l'heure de tout le monde peut-il être entrepreneur, je pense que tout le monde peut être entrepreneur, mais il ne peut, pour rebondir ce que dit Arnaud, pas entrepreneur tout seul. Il n'y a rien de pire que d'être entrepreneur tout seul. Je ne sais pas comment font les gens. Ne pas avoir l'espèce de bouillonnement, d'échange à plusieurs. Après, le choix des associés, c'est pas ce qui est le plus facile, mais il faut s'associer avec des gens avant de se lancer. Alors je reprends justement la question de Arnaud pour vous. Est-ce que vous l'auriez fait à 26 ans? Parce que c'est incroyable quand on regarde votre parcours. Tout vous menait vers l'atelier des chefs. C'est-à-dire que vous mais si je ne l'ai pas fait à 26 ans, c'est parce que j'en étais pas capable ou que je ne m'en sentais pas capable. Vous ne pas capable. À ce moment-là, d'abord, j'étais pas très entrepreneur dans l'âme. Et puis, je sais pas, j'avais pas d'idée. Je me disais peut-être qu'un jour je suis entrepreneur. Avec le temps, en fait, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire, j'avais pas le choix. Sortant d'HEC, je me suis dit bon, allez, je vais aller bosser dans une grosse boîte parce qu'ils me proposent des jobs et que c'est simple et que voilà. Bon, L'Oréal 3 ans, fantastique. J'ai appris ce que c'était que l'innovation, le marketing très précis. Nestlé après le management d'équipe, voire de centre de profit, d'unité, d'entreprise. Mais à 26 ans, j'en étais parfaitement incapable. Mais c'est vrai qu'en revanche, j'avais un fil rouge qui fait que j'ai commencé mes premiers concours de cuisine amateur, j'avais 15 ans, et que j'en ai toujours fait et que ça a toujours guidé ma vie. Liliane nous demande, alors c'est à l'opposé justement, pensez-vous qu'il faut avoir un peu de bouteille pour entreprendre? C'est ce que vous me disiez justement. Je pense que il faut qu'il y en ait un, il faut qu'il y en ait un dans le groupe qui a un peu d'expérience, bien sûr. Qu'est-ce que vous, quel est le recul ou l'expérience que vous avez, vous, qui vous permet de ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé? J'espère quand même que ça a de la valeur de passer du temps dans l'entreprise, qu'on apprend des choses et qu'on essaie d'éviter certains pièges. Il y a plein de choses très concrètes. Le réseau, le carnet d'adresses, pouvoir ouvrir des portes chez des clients. Déjà, quand on a travaillé dans des grands groupes, on a ce carnet d'adresses. Donc ça, c'est un gros avantage. Oui, voilà, il y a plein. Moi, un point important dans notre pack d'actionnaires, on est 3. Donc il y a Jean-Marc qui vient de chez Google et qui était avant chez SFR. Et il y a un 3e qu'on a pris aussi, je pense, parce qu'il était entrepreneur depuis toujours et qu'il avait ses réflexes de PME, etc. Alors que nous deux étions plutôt salariés, en tout cas pour la plus grande majorité de notre vie. Et qu'on voulait cet apport d'expérience qui est quand même très important, je crois aussi. Ces réflexes. Même question. Nicolas, est-ce qu'il y a l'expérience, vous sentez qu'il y a des fois où vous réagissez mieux? Ce dont je me suis rendu compte, c'est que dans mes beaux jobs, dans des grosses boîtes, j'avais beaucoup plus appris que ce que je croyais. Quand vous êtes qu'avec des gens qui sont du même niveau, vous avez l'impression que c'est la bagarre tout le temps. Et quand tout d'un coup, vous quittez cet environnement extrêmement à la fois protégé mais challengeant, vous vous rendez compte que vous avez amassé une quantité d'expérience, de talent, de savoir-faire, de technique qui servent au quotidien et qui font que dans l'entrepreneuriat, comme on recommence au début, chaque petit apport est vachement bon. Donc non, il n'y a pas de voie royale pour entreprendre, tôt, tard, diplômé, pas diplômé, grosse boîte, petite boîte. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on a de l'expérience, ça ne nuit pas. Voilà. Une question qui se pose évidemment dans vos cas, c'est le risque. Il y a beaucoup à perdre évidemment quand on crée une entreprise. Comment est-ce que vous, par exemple, vous avez dit 4 enfants, des revenus qui devaient être conséquents et qui diminuent forcément quand on crée une boîte. Comment est-ce que vous avez vécu ça avec votre femme, j'imagine, avec vos d'abord, nous en l'occurrence, on a anticipé parce qu'entre donc l'idée et le lancement, il y a eu 2 ans et demi. Donc déjà pendant 2 ans et demi, comme un petit écureuil, j'ai mis un peu de côté en me disant, il va y avoir probablement des années un peu moins faciles. Deuxième chose, et ça je tiens à le dire parce que c'est vachement important, François et moi on a quitté nos boîtes, et je pense que visiblement Arnaud ça va être la même chose, on a démissionné, on n'a pas pris d'ACDIC, on n'a pas pris de chèque, on n'a pas pris tous ces trucs-là. Alors c'est un risque supplémentaire, parce que ça veut dire qu'on n'a pas de revenus qui tombent, mais c'est un vrai stimulant. Quand on n'a plus de sous qui rentrent, faut être un peu plus vif et un peu plus rapide dans le développement du business parce que c'est le seul moyen de survivre.
Et donc, voilà, il faut anticiper, se dire que, attention, c'est pas forcément... il faut avoir un business plan ambitieux, évidemment, mais pas irréaliste. Et puis après, faut délivrer, quoi. Faut délivrer. Mais le risque, est-ce que il y a une part importante. C'est ce moment où on prend la décision de tout plaquer. Ouais, c'est un peu. Alors, je disais dans une interview que vous ne touchiez pas, il y a quelques années encore, le même niveau de revenu que quand vous êtes parti de. Est-ce que c'est encore le cas ou vous avez réussi à. Non, maintenant, ça y est, je gagne le même salaire que ce que je gagnais chez Nestlé quand je suis parti. Mais j'ai envie de dire, voilà, c'était pas une fin en soi non plus. Hein. Ouais. C'était pas une fin en soi, et même j'ai envie de dire, l'argent, la réussite de professionnels de l'atelier des chefs se matérialisera ou se matérialise aujourd'hui par un chiffre d'affaires, des revenus, des machins, etc. Moi aujourd'hui, ce qui me fait triper, c'est d'avoir une marque, de voir quelqu'un qui se balade dans la rue avec un sac atelier des chefs est bien plus important pour moi que de savoir que j'ai rattrapé mon salaire de chez Nestlé. Oui, d'accord. Je dirais même que c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que je pense que moi, un des constats que j'ai fait à la fin dans ma vie corporate, c'était qu'au contraire, cette aisance, le fait de très bien gagner sa vie, était plutôt un piège. Ouais. Que, c'est le confort, la prison dorée en fait. Et au contraire, pour revenir à ce que je disais au début, moi mon obsession, c'était quand on revient à cette image de la roue du hamster, c'était comment finalement en sortir. C'est-à-dire, comme Nicolas, comment est-ce que je réduis les boulets qu'on se crée un petit peu forcément en grandissant, les choses qu'on doit, les charges qu'on a à payer tous les mois, etc. Comment est-ce qu'on essaye de conjuguer ça? Je crois aussi que c'est vraiment une décision de couple. Moi aussi, je suis marié et je pense que c'est très important d'associer à la décision. D'associer sa compagne, enfin, ou son conjoint, enfin peu importe, à la décision, parce que c'est une vraie décision de famille. Donc, on réfléchit, on fait un peu ses comptes, on fait ça, c'est un truc important quand même, parce que selon la situation du conjoint, la réalité ne va pas être tout à fait la même. D'accord ? Donc il faut effectivement quand même bien anticiper et que tout le monde soit bien sur le même degré de compréhension. En l'occurrence, ma femme ne bossait pas à l'époque, donc j'étais la seule source de revenus, donc il a fallu qu'on fasse tous des efforts pendant un temps. Donc ça, c'est vraiment une décision à prendre collégialement et dont on doit se souvenir qu'elle a été prise collégialement. Juste pour terminer, pour rebondir sur ce que disait Nicolas, je pense que ce qui est aussi très important, c'est que l'argent, évidemment, est un élément peut-être trop présent socialement dans nos sociétés, justement, comme élément de réussite. Mais le vrai, peut-être, succès de l'atelier des chefs, c'est la création d'emplois, c'est le fait de satisfaire des clients. Il y a plein d'autres éléments, quand même, de succès. Voilà. Et il ne faut pas le limiter à l'argent. Une des questions que se posent peut-être des internautes devant leur écran qui sont encore salariés ou qui hésitent à créer une société, c'est la surprise ou les choses qu'on découvre quand on crée une entreprise. Est-ce que vous avez fait des bonnes ou mauvaises surprises depuis que vous vous êtes lancé? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous ne vous imaginiez pas? Il y a une chose qui est sûre, c'est que on est beaucoup plus libre, on en parlait, plus libre, plus autonome, et ça c'est une énorme source de satisfaction. Maintenant, ça triple, quadruple ou décuple, je sais pas, le stress, ou la pression, ou la responsabilité. Arnaud disait tout à l'heure, une de mes fiertés aujourd'hui, c'est qu'on ait créé 140 emplois. Très bien, mais c'est une de mes sources de réveil matinal tous les jours aussi. Comment je vais m'assurer que les 140 personnes vont avoir à bouffer tous les mois? Est-ce que vous vous réveillez toujours avant votre réveil? J'ai vu ça, c'est incroyable. Ça, depuis 9 ans que j'ai créé l'atelier des chefs, mon réveil ne m'a jamais réveillé. Je le mets toujours, par acquis de conscience, au cas où un jour ça dérape, mais mon réveil ne m'a jamais réveillé parce que je me réveille toujours avant lui. Alors Eric nous dit justement, est-ce qu'on a plus d'insomnie quand on lance sa boîte? Oui. Ah oui. Non, mais ça c'est officiel. C'est officiel. On dort moins bien. Enfin, on dort moins bien. C'est pas qu'on dort moins bien, c'est qu'on passe plus de temps à réfléchir. Donc faut pas le considérer comme une insomnie. Il faut le considérer comme du temps de réflexion et de créativité gagnée. C'est ça. C'est pas une insomnie où on se retourne dans ce lit. Ce qu'il faut, alors dans ce cas-là, c'est vraiment pas rester dans son pieu. Il faut sortir, il faut aller bosser, il faut aller poser ses idées sur un bout de papier. D'abord, on se rendort beaucoup plus facilement. Il faut surtout pas retourner dans son lit. Arnaud? Oui, c'est certain. Moi, je dirais que c'est même pas limité à la nuit. C'est toute la journée, le week-end, parfois les yeux un peu dans le vague parce qu'on est en train de penser à un truc, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va devoir faire lundi ou qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, moi, ce que j'ai découvert pour revenir à la question précédente, c'est que on n'a plus de pression liée à l'entreprise. On n'a plus de chef qui vous dit ce qu'il faut faire, etc. Donc la pression, parce qu'effectivement, il faut faire du chiffre d'affaires, rentrer des clients, etc. On se la crée tout seul. Et on se la crée tout seul à tous les moments. Tous les moments de la vie. Il n'y a plus les heures de boulot, 8h, 21h. Oui, bien sûr, ça devient presque comme une maîtresse. Je pense que c'est quelque chose de très très fort de lancer son entreprise. Et sur ce que j'ai quitté et ce qui m'a manqué, moi je venais d'une boîte quand même où
le bien-être des collaborateurs Google. La salle de Et gym, la c'est cantine, très voilà, présent, la et n'est pas juste un effet d'annonce, C'est une pas vraie un mythe, réalité, c'est vrai. Donc oui, quand même, quand je suis parti le mercredi soir et que le jeudi matin, je me suis retrouvé dans un petit bureau de 70 mètres carrés avec une machine à café qui fuyait. Voilà, le catering, je dirais, c'est un peu un choc. Et en même temps, ça recrée une espèce de fraîcheur. Ouais, moi, je parlais de liberté, oui, tout à l'heure, on en a beaucoup parlé, mais du coup, il faut s'occuper d'appeler le coursier soi-même, de l'engueuler parce qu'il n'est pas arrivé à l'heure, plein de choses aussi qui sont rafraîchissantes. Alors justement, Olivier, qui rebondit sur ce que vous venez de dire, comptez-vous reproduire la qualité environnement de chez Google, chez Corp Academy? Est-ce que vous voulez inspirer peut-être plus largement de certaines choses chez Google, la culture d'entreprise de chez Google? Est-ce que c'est quelque chose D'abord, il faut, pour pouvoir le faire, il faut avoir les moyens. Déjà, donc, on verra le temps voulu. Après, je pense que ce système, qui est un très bon système, demande quand même beaucoup d'autorégulation de la part des collaborateurs. C'est-à-dire que il y a des plus et des moins. C'est-à-dire que plus on offre, alors d'abord il y a un travers qui est que les gens quand même généralement, tout ce qu'on leur donne le considèrent comme acquis et après le prennent comme référentiel. Ce qui est un problème dans leur vie future, ce que j'ai dit tout à l'heure sur les gens de 25 ans, je pense qui arrivent chez Google et qui après ont du mal à se réintégrer dans des entreprises plus normales, entre guillemets. Voilà, il y a tout est pris comme acquis et ça demande beaucoup d'autorégulation parce que quand on a la possibilité d'aller jouer au ping-pong la journée, etc. Bien sûr, voilà. Mais je pense que c'est quand même un bon modèle. Je veux dire, en tout cas, sans peut-être aller dans ces extrêmes, le fait de s'occuper du bien-être de ses collaborateurs, d'abord, c'est une nécessité moderne. C'est-à-dire que je pense que le rapport des salariés et de l'entreprise a changé. Ils ont plus d'exigences et c'est normal parce que les entreprises aussi ont été peut-être plus dures avec eux par le passé. Ils n'ont plus le même rapport. Et donc, c'est au cœur des préoccupations. Justement, qu'est-ce que vous pensez on va appeler ça entre guillemets le startup washing de certaines entreprises qui disent que voilà, nous on favorise les entrepreneurs, les intrapreneurs dans l'entreprise pour essayer de les garder au chaud, comme vous dites. Est-ce que il y a une certaine façon de manipulation pour essayer de garder encore plus longtemps ces entreprises devant la vogue de l'entrepreneuriat en France? Est-ce que c'est quelque chose qui vous... Non, enfin, il faut pas négativer une belle ambition. Que les grosses boîtes essayent de promouvoir l'intrapreneuriat, c'est formidable. D'abord parce que je pense que ça dynamise l'entreprise et puis ça donne la capacité à certains qui n'ont pas le dernier sursaut pour faire le grand saut, d'être entrepreneur d'une certaine façon. Maintenant, il ne faut pas simplement que ce soit des mots, il faut que ce soit accompagné de moyens, de structures et d'isoler ces intrapreneurs de la grosse machine qui broie, parce que sinon, de toute façon, les entrepreneurs ils vont se faire broyer par la grosse machine. Donc, si c'est un vrai beau projet, avec des moyens, avec une ambition, avec des projets identifiés, oui, très bien. Si c'est que pour faire du média, c'est pas la peine. Nicolas, une autre question. Est-ce que vous avez changé depuis que vous avez créé votre entreprise? Qu'on vous a dit, votre entourage vous a trouvé changé par rapport à votre ancienne vie, entre guillemets? J'ai pris 8 kilos, oui. Non, est-ce que vous vous avez senti peut-être plus libre ou plus épanoui? Est-ce que vous sentez, clairement, je respire l'atelier des chefs et donc ça se sent au quotidien. Maintenant, objectivement, j'étais très heureux chez L'Oréal d'abord et chez Nestlé ensuite. Donc, ma vie n'a pas changé du tout au tout en quittant la grande entreprise pour revenir dans l'entrepreneuriat. Je prends un pied incroyable à développer des choses pour moi en inventant tout. Mais voilà, je n'ai pas changé du tout au tout non plus. Dernière petite question, Chantal nous demande, est-ce que vous avez des entrepreneurs modèles? Arnaud, je ne sais pas si... Vas-y Arnaud, réponds d'abord. Là, je vois que c'est Joker. Non, il n'y a pas de Joker. Bien sûr, il y a des gens très inspirants qui ont fait... J'en sais rien, Steve Jobs. En l'occurrence, les fondateurs de Google sont quand même des gens relativement extraordinaires, démarrant dans un garage à l'âge de 25 ans. Plus que des entrepreneurs modèles, je dirais, moi je me suis posé la question, et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, sur qu'est-ce qu'on garde quand on parle des grands groupes corporate. Je me suis posé la question de qu'est-ce que je vais garder, et cette dynamique d'innovation qui fait qu'on pense très très grand mais on démarre petit. Les mecs avaient l'ambition quand même dès le départ de fournir, d'organiser l'information pour le monde entier. Ils ont démarré dans leur garage, ils avaient une très grande idée, ils ont démarré petit. Voilà, ça c'est, je trouve, des choses très inspirantes. Effectivement, de jamais casser les idées, les encourager au sein de l'entreprise. Et surtout, un point qui est crucial et qu'on s'applique nous beaucoup depuis qu'on a démarré Corp Academy, c'est le focus sur l'utilisateur. C'est-à-dire, en fait, concentrons-nous sur l'utilisateur et le reste suivra. C'est la démarche qu'ont eu Larry et Sergey, les fondateurs de Google, et je crois que c'était... Alors justement, un internaute, on va finir là-dessus, nous demande quelle est l'activité de Corp Academy. On va répéter, faire un petit peu de... pour finir. Donc c'est de l'e-éducation. On parle beaucoup là de
de grandes initiatives américaines, Khan Academy, Coursera, Udacity, qui sont plutôt dédiés au scolaire et à l'universitaire. Nous, c'est cette tendance qu'on appelle les MOOC, Massive Open Online Courses, cette rupture technologique à laquelle on a rajouté une rupture de protocole pédagogique et qu'on propose aux entreprises. Donc on applique à la formation continue, à la formation dans l'entreprise, et qui, on croit, est rupturiste. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci en tout cas, messieurs, d'avoir répondu à toutes les questions des internautes. Bon vent pour vos startups, vos entreprises respectives. Et si vous voulez poursuivre la réflexion, je vous préconise cet ouvrage de Christophe Laborde, Je dis enfin oui à mon projet de vie, paru aux éditions Erol. Je vous dis à la semaine prochaine, mercredi prochain. Nous parlerons de l'intuition de l'entrepreneur. D'ici là, je vous souhaite un bon appétit et une très bonne semaine. Au revoir.